Voilà, Convergence et Révolution culturelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Quels sont les chemins de la Renaissance africaine ou encore le retour aux sources africaines comme les choses étaient autrefois? C'est ici ce plateau où on dit quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'il y en a de par le monde qui parlent de nous, mais contre nous, aujourd'hui, nous-mêmes prenons à bras le corps la problématique de l'Afrique, sinon du devenir du continent. Aussi sommes-nous en train de creuser et de chercher les valeurs d'Afrique. Ceux-là qui ont la connaissance qu'il faut, ceux-là qui, dans leur domaine, peuvent proposer des pistes de solutions pour notre continent profondément malade, sinon à l'agonie. L'Afrique est dans le coma depuis trop longtemps et elle tire le diable par la queue. Aujourd'hui, toutes les filles et tous les fils d'Afrique doivent se pencher normalement sur son chevet pour en savoir un peu plus, faire le diagnostic idoine, sinon apporter la thérapie nécessaire. Dixon Klaus, bonjour. Oui, bonjour Alexis. Bonjour. Alors Dixon, notre continent, l'Afrique, est-ce que c'est à nous de nous battre pour le continent ou bien quelqu'un d'autre viendrait d'ailleurs pour venir nous dire des choses et d'autres? Non, non, non. La logique voudrait que l'enfant du pays, l'enfant du continent, se batte pour son continent, effectivement. Donc, c'est à nous de militer, d'agir, de se battre pour le développement de notre continent. Exactement. Comme a toujours su le dire notre mentor, le professeur Théophile Obenga, lui-même, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir se battre pour le continent et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir nous enseigner le continent, sinon l'Afrique. Parce que si quelqu'un venait pour nous en parler, le professeur Théophile Obenga était clair, il faudrait que nous lui demandions quelle autorité, quelle légitimité, quelle compétence. N'est-ce pas, Dixon Klaus? Oui, effectivement, parce que je vois mal un père d'une autre famille venir conseiller, parler, reprocher, parler, blâmer les enfants qui sont sous la tutelle d'un autre père. Alors que même chez lui, même là-bas, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais ce n'est que l'Afrique qui accepte de telles choses. Et je pense que pour cette génération actuelle, effectivement, nous disons non à ces choses. Parce que nous pensons que nous avons de la réflexion, nous avons des intellectuels chez nous qui observent, qui analysent de façon ad hoc les problèmes de notre continent en vue de leur résolution. Donc on n'est pas obligé, d'ailleurs on n'a pas besoin des gens qui viendraient d'ailleurs pour venir nous parler, nous sensibiliser, nous conscientiser sur nos problèmes, non. Très bien, et donc nous sommes très ravis de recevoir quelqu'un sur ce plateau qui viendra nous parler d'une problématique de grande importance, c'est la problématique de l'éducation. Et quelle école nous faut-il aujourd'hui? Quel est le constat? Quelles peuvent être les approches de solutions? C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Mais en attendant, Dixon Klaus, avant que celui-là qui vient poser le sujet sur la table de Convergence et Révolution culturelle ne prenne la parole, quel constat vous faites-vous? Si on disait l'école congolaise, l'école africaine, ça vous dit quoi? Quelle réaction? L'école est le foyer de l'éducation. Mais cette école va à volo. Il faut la redresser. Il faut la redresser, mais comment la redresser? Il faudrait la conjugaison de plusieurs efforts de plusieurs acteurs de la société, notamment la société civile, la classe politique, les intellectuels. Et je voudrais citer nommément, je vois les parents, je voudrais citer, je vois les parents, les chefs de famille, les parents qui doivent effectivement s'investir pleinement, mais je dirais à bon escient pour une éducation conséquente. Et surtout pour une éducation saine, pour qu'elle soit conséquente, cette éducation doit être saine. Dixon Klaus, ce n'est pas nous qui sommes donc sur ce plateau pour parler de la problématique, mais quelqu'un va devoir se présenter. Cher invité, bonjour. Bonjour Alexis. Alors pour les téléspectateurs, dites-leur, comme vous dites, vous les pédagogues, vous les enseignants et tout ça, avec une voix pédagogique, qui vous êtes exactement, parce que sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous exactement par vous-même? Oui, tout d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs qui sont
nombreux de par le monde entier, mais en particulier mes élèves. Mes élèves que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup. Alors bien, je suis Monsieur David Barga, enseignant de philosophie. Bien entendu, lorsqu'on parle de philosophie, on parle du lycée, donc je suis enseignant de philosophie dans des lycées, cependant dans des collèges, c'est-à-dire des établissements privés. Vous êtes enseignant de philosophie et vous dites que quand on parle de philo, on parle de lycée. Une question bête, est-ce que normalement on devrait attendre le lycée pour parler philo ou bien vous estimez comme ça qu'on aurait pu commencer même depuis la classe de 6e? C'est trop fort pour les bébés qui viennent à peine du CEP. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, la philosophie étant la mère des sciences, cela demande évidemment une réflexion un peu plus donc, c'est très bien que nous attendions que l'enfant finisse d'abord avec son premier cycle secondaire et puis quand il s'en va au deuxième, en classe de seconde, il commence avec la philo. Alors, pour vous faire entrer dans la chose, Monsieur Mbarga, pour vous décrisper, parce que vous emmenez une grande problématique sur la table, ça concerne et les élèves, et les parents, et les enseignants, et l'État congolais, sinon, et le continent, pour vous faire décrisper. Rudel Goma, Landa Kanzela l'école, pour nous mettre dans les bains de cette émission avant que nous ne revenions sur ce plateau pour que notre invité nous fasse donc son exposé de la problématique. Rudel Goma. Ma fille, tu veux venir à l'école? Il faut aimer l'école. Allez, rentre, c'est bien. Landa Kanzela l'école, la vie mwana ekoya. Voilà, retour sur ce plateau avec cette chanson-là. Après cette chanson-là mythique de notre pays, le Congo-Brazzaville. Dixon Klaus, est-ce que vous avez connu la chanson? Ah non, cette chanson... On voit bien que vous étiez encore certainement dans le berceau quand ça chantait Landa Kanzela à l'école. Donc c'était pour donner un aperçu à tous ces parents qui sont à la maison chez eux et à tous ces enseignants-là, sinon à tous les décideurs, sinon à l'État congolais et pourquoi pas tous les Africains que la problématique que nous traitons ici est extrêmement sérieuse. L'artiste a dit là-bas aux enfants de suivre l'école parce que leur avenir en dépend, tout est là-bas parce que sans l'école, en tout cas, ils ne peuvent pas devenir des adultes accomplis demain. Alors la problématique de l'éducation
c'est vous qui nous apportez ça, cher invité. La parole est à vous dans un exposé d'au moins 30 minutes et puis nous poserons toutes nos questions parce que nous en avons en quantité. Que nous dites-vous donc? Oui, merci Alexis. Merci de m'avoir accordé la parole. Je tiens aussi à saluer mon co-panéliste, Monsieur Dixon Klaus. Je ne saluerai pas assez mes téléspectateurs. Surtout vos élèves que vous aimez beaucoup. Mes élèves que j'aime beaucoup. C'est de quelle école ils sont, les élèves? Il y a Jeune Soyez Fort, et il y en a aussi, Étoile du Matin. Étoile du Matin. Saint-Louis. Saint-Louis. Bon, je peux m'arrêter jusque-là. Vous vous arrêtez là. Ok, c'est bon. Donc, ils se reconnaissent. Allez, ils se reconnaissent. Oui, bien. Hegel disait, le philosophe est fils de son temps. Il tire de celui-ci tout ce qu'il a de meilleur. Alors, moi étant fils de mon temps, effectivement, il relève de mon devoir de pouvoir traiter les questions de mon temps, les défis de mon temps, lesquels défis sont légion. Alors, parmi ces défis, nous avons justement celui portant sur la problématique, si vous voulez, l'éducation. L'éducation ici qui conditionne la qualité de la société ou encore la qualité de l'amélioration de la société ou encore le devenir de la société. Ce sujet épique étant très important, j'ai donc décidé d'apporter ma contribution. Alors, parlant de l'éducation, voyez-vous, tous les mécanismes de l'éducation sont mis sur pied. Nous voyons des établissements d'enseignement technique général, des établissements supérieurs aussi. Mais le problème ici est que, malgré la présence de ces établissements, malgré le mécanisme qui est mis sur pied pour pouvoir éduquer effectivement, c'est-à-dire changer l'homme afin qu'il puisse partir de son état primate à son état social, malgré ce mécanisme qui est mis sur pied, l'on constate une dégénérescence malheureuse. L'on constate que les apprenants, les esprits qui sont supposés s'améliorer ne s'améliorent. Plutôt, ces esprits plongent dans du regrettable, c'est-à-dire plongent dans la délinquance juvénile, plongent dans du voyeurisme, etc. Ce qui montre d'ailleurs que ces êtres ou encore ces apprenants ne sont pas des êtres accomplis, c'est-à-dire des êtres sociaux, des êtres responsables qui puissent prendre leur part de la société, c'est-à-dire transmettre l'héritage. Alors, ce problème étant, il est donc important que nous puissions réfléchir, c'est-à-dire répondre à ces trois questions. Quelle est la nature du problème? C'est quoi le problème? Quelles sont les causes du problème en question? Et quelles sont les solutions? Exact. C'est répondant ou encore c'est après avoir répondu à ces trois questions que je pense nous allons aboutir ici au point culminant, c'est-à-dire aboutir à une amélioration, sinon à l'application des solutions afin de pouvoir changer l'éducation dans notre pays et dans notre continent, parce que le problème, il n'est pas seulement, il n'est pas national, c'est un problème qui est continental. Alors, déjà, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Lorsqu'on parle ici de l'éducation, on entrevoit deux acteurs majeurs, l'enseignant et l'apprenant. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'éducation, on parle ici d'enseignement. Et lorsqu'on parle d'enseignement, on parle d'enseignant. C'est la raison pour laquelle ici, excusez-moi, la responsabilité incombe beaucoup plus aux enseignants, c'est-à-dire la conséquence du problème. Tous les enseignants du Congo et d'Afrique vous suivent, pour ne pas dire aussi les enseignants du monde. Avec attention, on vous écoute. Merci.
Alors, dans ce sens, je dis, j'insiste, que la responsabilité incombe beaucoup plus aux enseignants, si vous voulez, aux parents. C'est vrai, ce sont les apprenants, c'est-à-dire les enfants, les élèves, qui subissent l'effet directs ou encore la conséquence de la dégradation de l'enseignement, de l'éducation. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle, justement, lorsqu'on parle de la dégradation et l'éducation ici, directement, on va exprimer cette dégradation par leurs effets ou encore par la conséquence directe. Mais le problème n'est pas ici, je vais dire, le problème du problème, ici, ce n'est pas la conséquence, mais le problème du problème, c'est effectivement la cause. C'est quoi le problème? Le problème ici, justement, c'est cette légèreté, sinon, c'est cet incivisme que nous observons. Vous connaissez ce qui s'était passé au lycée Thomas Sankara, l'incivisme, ce qui montre que les enfants n'ont pas été bien enseignés. Alors, on va observer l'incivisme, on va observer par exemple au lycée Thomas Sankara, puisque nous y sommes, on va observer au lycée Thomas Sankara des élèves qui viennent en classe avec des machettes, avec des serpents. On va observer des filles qui se maquillent à l'établissement, qui viennent avec leur maquillage à l'école, des enfants qui viennent en babouche à l'école, par exemple, et des enfants qui sont présents dans des classes, ça je dois vous le dire, des enfants qui sont présents dans des classes où, en réalité, ils devraient être absents. Voyez-vous? C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de niveau, mais qui se retrouvent admis. C'est un problème. Alors, voyez-vous, nous avons aussi ici l'insoumission, nous avons l'insolence, nous avons les subordinations des élèves vis-à-vis des professeurs, à la maison, peut-être même dans les quartiers, nous avons... Vous observez le phénomène de Kuluna, le phénomène de tout ça. C'est un problème existentiel. Vous allez observer donc dans des établissements aujourd'hui, nous avons la sexualité qui s'impose dans des établissements. Et vous savez, il faut vous renseigner auprès d'un enseignant ésotérique qui va vous dire que la sexualité marche avec la criminalité. Ça va de pair, ça marche avec la criminalité. Alors, voyez-vous, ce sont des conséquences dues justement à la dégradation de l'enseignement. Les enfants ne sont plus éduqués. Les enfants... La dégradation de l'enseignement. La dégradation de l'enseignement. Alors, ce sont les apprenants qui subissent l'effet de cette dégradation. Et vous allez voir, moi, je suis meurtri, je suis gêné. Pourquoi? Parce que c'est la condition du devenir de tout un continent. C'est la condition du devenir d'un pays. Voilà pourquoi moi, je suis gêné. Puisque moi, je suis à proximité d'eux. Donc, ça stipule que je suis mieux placé. Excusez-moi d'avoir cette prétention de croire que je suis mieux placé pour vous renseigner là-dessus. Alors, les enfants, aujourd'hui, la sexualité ici a gangréné les établissements, la délinquance et tout ça. Alors, au regard de cette situation regrettable, c'est vrai, je n'en veux pas à ces apprenants, je n'en veux pas à ces enfants. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Les enfants sont des enfants. Les enfants sont des enfants. Quand je dis sont des enfants, le mot enfant a un sens. Le mot enfant a ses caractéristiques. Qui dit enfant dit ignorance, dit absurdité, dit... Parce que, déjà, laissez-moi vous dire que l'homme est à plus de 80% influencé par son subconscient. Alors, l'enfant étant influencé par son subconscient, il a besoin justement d'être conscient. Et cela demande une méthode, ou encore cela demande une certaine intelligence. C'est ce qu'on appelle l'ontologisation. Le processus qui permet à ce que l'homme quitte son état d'homme primate en être social. Vous comprenez? C'est ce processus-là que doit subir
l'enfant, l'apprenant. Alors, l'apprenant n'est pas totalement responsable de ce qu'il subit. C'est celui qui a la responsabilité de le changer qui est en fait la cause de cet état. Vous comprenez? Alors, c'est la raison pour laquelle je peux dire que je ne les en veux pas tellement. Je n'en veux pas ces enfants. Évidemment, je viens de le dire tout à l'heure. Alors, l'acteur principal et majeur dans l'enseignement, dans l'éducation en général, c'est le parent. Et qui dit parent aussi, dit expérimenter. Qui dit parent, dit expérimenter. Qui dit parent, dit personne sage. Qui dit parent, dit personne consciente. Alors, c'est cette personne consciente qui doit donc amener l'inconscient à pouvoir devenir conscient. D'où Socrate disait d'ailleurs, parlait d'éveil des esprits. Sa mission était d'éveiller des esprits. Et c'est ça, en fait, vous comprenez? Et laissez-moi vous dire ici que l'enfant, l'apprenant, le primaire, lui, il est très émotif. Il est émotif et évidemment, il travaille beaucoup plus avec son instinct, avec les émotions, vous comprenez? Et c'est ce qui influence l'enfant. Voilà pourquoi je dis que l'enfant, en fait, est une inconscience qui s'ignore. L'enfant est inconscient et l'enfant ignore qu'il est inconscient. C'est aux parents de pouvoir l'amener à comprendre qu'il est inconscient par une certaine méthode, par un certain processus. Alors, voyez-vous, voilà pourquoi je dis la cause de cette situation regrettable. La cause de cette situation regrettable, c'est justement parce que c'est justement le fait que le parent, en fait, a dévoyé. Le parent a quitté, disons, l'enseignement des pères, des parents. Parce que le parent a aussi été enseigné, il a aussi été éduqué. Alors l'éducation que lui, il a reçue a fait de lui ce qu'il est. Nous voyons dans la société, les parents sont ceux qui ont fréquenté. Ils sont très intelligents. Les parents étaient avant tout des enfants à leur époque. Tout à fait. Et ils ont été éduqués pour devenir les parents qu'ils sont devenus aujourd'hui. Tout à fait. Et nous observons en eux cette éducation. Ils sont bien formés, ils sont intelligents, ils sont polis, ils sont bienséants, etc. Ils ont des valeurs morales et intellectuelles. Alors, voyez-vous, je peux dire ici que les parents sont égoïstes. Parce que les parents ne veulent pas transmettre l'héritage qu'ils ont reçu. Alors moi je dirais les parents sont égoïstes. Bon, peut-être ils vont m'en vouloir, mais qu'ils me permettent de le dire. Les parents sont égoïstes. Comment sont-ils égoïstes? Évidemment, à partir de la maison, observez. C'est le parent qui achète le téléphone à l'enfant, à l'apprenant. C'est le parent qui achète le téléphone. Le parent est assis... le parent est assis au salon en train de zapper la télévision avec l'enfant. L'enfant fréquente. Il zappe la télévision avec l'enfant. À quel moment est-ce que cet enfant étudie? Le parent n'élabore pas un emploi du temps. Un emploi du temps d'étude à l'enfant. Le parent ne le fait pas. Voyez-vous, et c'est ce parent aussi, lorsqu'on va corriger l'enfant à l'établissement, le parent viendra menacer l'établissement. Moi, j'ai vécu des scènes. Alors, à partir de la maison, et les enfants ne sont pas réprimés à la maison. Les enfants ne sont pas bien éduqués à la maison. Il y a un laisser-aller à la maison. Les enfants n'étudient pas à la maison. Les enfants Et pourquoi déjà même? Pourquoi cela? Si les parents arrivent à permettre ce laisser-aller, c'est aussi parce que ces parents peut-être rentrent tard, d'aucuns ne rentrent pas tôt à la maison pour pouvoir relayer l'éducation attribuée à l'école. Vous voyez, il y a ce problème, ou encore il y a cette cause, ou encore il y a le problème du problème. C'est-à-dire, au niveau de la maison, les parents ne sont pas responsables. Les parents, je vous dis, les parents ont dévoyé. Les parents sont démissionnaires de leurs responsabilités à la maison. Bien, il y a aussi au niveau de l'établissement, nous avons aussi des collègues, qui ne mettent pas des cours à jour,
n'actualisent pas leurs cours. Nous avons aussi des enseignants qui ne lisent pas aussi assez. Nous avons des enseignants qui peut-être ne punissent pas assez, qui sont aussi laxistes. Et puis, parlant toujours des établissements, nous avons dans les établissements, l'indiscipline, il y a certains établissements qui n'ont pas, des établissements qui n'ont pratiquement pas de surveillants. Il y en a, j'en connais à Bilolo. Des établissements sans surveillants. Sans surveillants, je vous dis, sans surveillants. Moi, j'en connais à Bilolo. Et voyez-vous, il y a donc un laisser-aller à l'établissement, il n'y a pas de discipline, il y a du désordre, l'enseignant ne peut pas s'affirmer effectivement. Il y a beaucoup de désordre dans les établissements. Je sais de quoi je parle. Et l'insubordination, dont je viens de faire allusion tout à l'heure, c'est un problème. Il faut des enseignants. Voilà l'une des causes aussi. Alors, nous avons aussi une cause là, c'est que dans certains établissements, nous avons des enseignants qui ne sont pas payés à temps. Ils ne sont pas rémunérés à temps. Et vous voyez, l'enseignant, c'est quoi? L'enseignant doit être motivé. L'enseignant, c'est la motivation. Et vous savez, lorsque l'enseignant est motivé, alors il est plus engagé. Ça l'amène à pouvoir, normalement, effectuer sa tâche. Voyez-vous? Alors, il y a ce problème. Moi, j'ai été, l'an passé, j'ai été dans un établissement de la place qui a fait pratiquement 5 mois sans me payer, sans salaire. 5 mois? 5 mois. Sans salaire? Sans salaire. Les parents payaient la pension. Une école? Une école. Les parents payaient la pension. Le monsieur trouvait toujours des alibis et tout. Certains collègues sont partis. Les enfants sont restés comme ça. Eh bien, voyez-vous, les enfants ne sont pas bien suivis. Non. Voyez-vous? Et voilà pourquoi j'ai dit, c'est pas la faute. La faute n'est pas sienne dans ce contexte. Alors, voyez-vous, nous avons aussi, parlant toujours de l'enfant va vous dire, monsieur, moi, je ne vais pas échouer, je vais passer. Monsieur, laissez pour vous, je vais passer. Pourquoi? Parce qu'on a un autre phénomène. Les promoteurs aussi falsifient les notes. Bien sûr, les promoteurs attribuent des notes aux élèves pour pouvoir promouvoir l'image de leur établissement. Voyez-vous, ça paralyse l'enseignement. L'échec est synonyme de formation. Pourquoi? Pour amener l'enseignement à être élitiste, pour faire comprendre à l'apprenant qu'il doit apprendre. À défaut d'apprendre, il va échouer. Voyez-vous? Mais lorsque l'enfant de prime abord sait que moi je ne vais pas échouer, je ne peux pas échouer, alors il peut faire ce qu'il veut. Il peut ne pas apprendre, il peut apprendre, et ainsi de suite. Voyez-vous? C'est un problème. C'est un problème. Un grand problème. Un grand problème. Un grand problème. Nous avons aussi, là je vais parler de tout le monde parce que tout le monde a sa part de responsabilité. J'ai déjà énuméré la responsabilité de l'enseignant. J'ai déjà énuméré la responsabilité du parent. Qu'ils ne m'en veulent pas. Ce sont mes amis, je les aime bien. Le policier, en route, vous pouvez vous imaginer, l'enseignant est en train d'aller enseigner. Eh bien, dans un bouchon, là, le policier vient, il enlève la clé. Oh, je suis enseignant, je dois aller enseigner. Non, c'est moi qui commande, machin. Ça pénalise l'enseignant. L'enseignant ne peut pas aller vaquer à son occupation. Laquelle occupation ici est parallèle avec celle du policier. Parce que, en fait, la fonction, je dirais, est la même. Le policier éduque, l'enseignant éduque. Le policier punit, l'enseignant punit. Voyez-vous? Alors, voilà aussi un problème. Voilà aussi un problème. Alors, voyez-vous, ça empêche, il faut qu'on reconnaisse la connaissance, l'intelligence comme étant une valeur dans notre société. C'est aussi un problème. Alors, il y a aussi, je vais faire allusion à ça. Voyez-vous, lorsque j'avais été victime de ce désagrément dans cet établissement de la place, l'an passé, je l'ai fait savoir à un collège de procureurs qui, manifestement, n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Voyez, à l'heure où je vous parle, j'ai certains élèves de l'an passé qui n'ont
aucun niveau, ça je vous le dis, qui n'a aucun niveau, mais non seulement se retrouvent en première, ont même encore sauté la première pour se retrouver en terminale. C'est un problème pour se retrouver en terminale. Je me pose la question, comment? Le promoteur... Ils étaient en seconde. En seconde l'an passé. Sans niveau, je vous dis. Mais ils se retrouvent en terminale. Aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, vous êtes journaliste, vous pouvez vous investir. À l'heure où je vous parle, c'est un problème. Énorme. Admettons que ces enfants aient même le bac, comme on dit par chance. Quel est le rendement qu'ils vont apporter à la société demain? Quel est le rendement? Aucun rendement du tout. Pourquoi? Parce que ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Alors j'ai décidé, je l'ai fait savoir à un bon nombre de procureurs. C'est le ministère public. C'est le ministère public. Je pense qu'il devrait prendre cette question à bras-le-corps pour pouvoir réguler. Parce que c'est un problème. Ils seront médecins demain. Ils vont injecter les gens, ils vont prescrire, ils vont faire ci, ils vont faire ça. C'est la vie des gens qui seront entre leurs mains. Évidemment. Voyez-vous, je l'ai fait savoir à ce collège de procureurs. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, ils sont silencieux. Ils ne m'appellent pas. Ce monsieur me doit plus de 100 000 francs. Nous sommes confrontés en présence de ces procureurs. Eh bien, il a promis de me payer. Il n'a même pas respecté. Il n'a pas respecté sa parole. Il ne croit pas à sa parole. C'est ça le problème. L'homme parle. Il ne croit même pas ce qu'il dit. Il n'a pas respecté à ses engagements. Et voilà. Les procureurs sont là, tranquilles. Voyez-vous, voilà pourquoi je parle de ça. Pas dans l'optique de pouvoir incriminer X ou Y. Non. C'est dans l'optique de pouvoir voir dans quelle mesure, d'accord, dans quelle mesure on peut améliorer les conditions. C'est aussi un autre problème. C'est un autre problème. Alors, voyez-vous, j'ai parlé de la discipline. J'ai parlé de la discipline. On a un autre problème. On a un autre problème de société. Celui de... Voyez-vous, quand l'enfant vit avec mémé, l'enfant n'a pas l'éducation de papa et de maman. C'est un problème. Moi, j'ai connu des élèves qui me disaient, je vous dis, des élèves tellement turbulents. Un jour, j'ai appelé l'un d'eux, je lui ai posé la question, mais dis-moi, puisque tu as une conscience, essaye de m'expliquer pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi? Il me dit, c'est vrai, monsieur, vous avez raison. En fait, c'est moi qui tranche le problème entre papa et maman. Donc, quand papa et maman bagarrent, ça dit se chamaillent et tout, c'est moi qui viens trancher. Voyez-vous, c'est un danger. C'est-à-dire l'enfant devient parent alors qu'il est encore enfant. Ceux qui sont supposés l'éduquer ne l'éduquent pas. Voyez-vous, il grandit comme ça. C'est une cause, c'est l'une des causes. Voilà pourquoi. En fait, et puis d'autres vivent avec maman, d'autres vivent avec papa, avec la femme de papa ne me traite pas bien, des choses. Il y a toujours... Voilà pourquoi. Si la famille ne fonctionne pas convenablement, l'éducation des enfants ne peut pas avoir un bon fondement. Ne peut pas avoir un bon fondement. Or, nous devons arriver à pouvoir transformer des esprits. Tout le monde n'est pas humain. Excusez-moi, tout le monde n'est pas humain. Tout homme n'est pas humain. Il y a des gens qui marchent là, mais il n'est pas humain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint l'avènement de l'être humain. On n'est pas homme comme un micro est un micro, comme un habit est un habit. Non. On est primate, on est ignorant, on s'ontologise. C'est-à-dire, on subit un processus de transformation qui nous humanise, qui nous amène à être humain. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit, tout le monde n'est pas humain. Alors, moi, quand j'observe, il y a peu d'humains dans notre société. Excusez-moi, il y a peu d'humains dans notre société. Selon ma compréhension, bien sûr, que ça ne choque personne, mais je fais mon analyse. Voilà, c'est la raison pour laquelle, quand vous allez voir, c'est vrai, il faut des postes avancés, ce qui contribue à la stabilisation ou encore à la sécurité de la société, ou encore de la communauté, si vous voulez. Je suis d'accord, mais il y a un mais.
il y a un mais. Celui de pouvoir transformer, celui de pouvoir amener l'homme. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui puisse amener des personnes à être polies. Il n'y a aucune loi. On vote une loi, soyez polis. Demain, vous... Non, c'est impossible. C'est un processus. Voilà pourquoi je voudrais ici, vraiment qu'on m'écoute, je voudrais qu'on puisse mettre plus d'accent sur ce processus parce qu'on a besoin de médecins chevrons, on a besoin de talent pour pouvoir transformer la société qui cache des mystères. Il y a pas mal de choses à explorer. Les connaissances ne sont pas encore toutes découvertes. Il y a pas mal de choses. Alors, au lieu de passer le temps à être influencé ou encore à être dominé par l'émotion, par des instincts et tout, ou encore par le subconscient si vous voulez, il faut conscientiser les gens. Mettons l'accent pour que des personnes soient conscientes. Et franchement, j'interpelle le ministère public afin de pouvoir vraiment s'y mettre pour pouvoir en arriver là. Alors, au regard de ce qui vient d'être dit, les solutions que je propose, je propose ces solutions. Vous voyez, les solutions que je propose ici, premièrement, c'est que les parents redeviennent parents. Que les parents redeviennent parents. C'est-à-dire que les parents redeviennent responsables. Que les parents comprennent qu'ils ont des enfants et qu'ils ont la responsabilité de ces enfants. Que les parents ne pensent pas que, après avoir payé une année scolaire, il faut absolument que l'enfant puisse traverser. Non, non. Comme disait Lao Tzu, le fondement, l'échec est le fondement de la réussite. Qu'on ne pense toujours pas qu'il faut aller en classe supérieure pour montrer qu'on a réussi, non. Pourquoi? Parce qu'on tire des leçons. Parce qu'on tire des leçons, effectivement, après un échec. Il faut donc parfois, lorsque cela se doit, il faut parfois échouer, il faut parfois faire reprendre l'enfant. Que les parents soient à nouveau conscients afin de pouvoir comprendre l'enjeu. Cela émane aussi du patriotisme. Il faut aimer son pays pour comprendre que mon fils, demain, c'est lui qui va prendre des décisions, c'est lui qui sera responsable ici. C'est ça le patriotisme. Il ne faut pas seulement regarder au niveau où, non, j'ai payé de l'argent, il faut que mon enfant... non, c'est pas... Il faut que les parents redeviennent responsables, que les parents punissent comme cela se doit les enfants à la maison. Et puis que les parents évitent aussi de trop divorcer. Parce que lorsque vous avez déjà des enfants, évitez de divorcer. Parce que les seules personnes capables de transmettre une éducation crédible à ces enfants ne sont que vous deux. Mais que les parents évitent le divorce. La vie n'est pas que rose. La vie n'est pas que rose. D'ailleurs, le fait même de marcher sous le soleil, sous les intempéries, montre que nous vivons, nous allons vers la mort. Alors que des parents, c'est-à-dire les parents en général, parce que quand je parle de parents, je parle ici d'enseignants, je parle ici de tuteurs, je parle ici de responsables, c'est-à-dire décideurs. Alors, que les parents redeviennent responsables pour pouvoir transmettre l'éducation aux enfants à la maison. Ça, c'est une solution. De ne pas laisser de planifier, c'est-à-dire d'élaborer un emploi du temps à l'enfant afin que l'enfant puisse respecter lequel emploi du temps pour pouvoir être instruit. Voyez-vous, l'enfant, c'est vrai, on va dire il doit faire des recherches, il faut qu'on lui achète un téléphone. Il faut qu'on lui achète un téléphone, mais à partir du moment où l'enfant ne maîtrise déjà pas l'orthographe du mot qu'il doit rechercher, voyez-vous, il ne comprend déjà pas. Il y a encore, dans les réseaux sociaux ou encore dans les médias, il y a plein de choses à discerner. Et il faut donc cette sagesse, il faut donc cette connaissance capable de discerner, vous comprenez, capable de discerner. Or, cette connaissance ici se transmet, elle s'apprend et s'acquiert. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'une des solutions là-bas. Au niveau des établissements,
niveau des établissements ici, je propose vraiment que nos ministres de tutelle puissent, après avoir élaboré ici le règlement intérieur, puissent veiller à ce que 2 ou 3, puisque le problème est général, le problème a gangréné tout le corps, tout le système. C'est un problème vraiment très important. Alors, je pense qu'on doit faire intervenir la police, c'est-à-dire que les ministres de tutelle puissent, après avoir élaboré ici le règlement intérieur, qu'ils puissent donner celui-ci aux policiers afin de veiller sur l'application de ce règlement. Voyez-vous, le caractère spéculatif de la connaissance. Une connaissance ne sert à rien si elle n'est pas appliquée. On doit donc appliquer, il faut appliquer, que les enfants ne viennent plus, que les enfants n'arrivent plus à l'école en babouche, parce que c'est de la légèreté. C'est de la légèreté. Or lorsqu'on est à un poste, on doit faire preuve de maturité, de responsabilité. Il faut donc qu'on commence déjà à les préparer afin de comprendre que nous tendons vers la responsabilité. Lorsque vous aurez un poste étatique demain, tâchez effectivement de mener ou encore d'assumer les prérogatives de ce poste. Ce sont des responsabilités. Alors, lorsque l'enfant est habillé de manière responsable, d'accord, on commence à lui apprendre la notion de la responsabilité. Alors, qu'on puisse appliquer, et puis qu'on puisse aussi veiller, que justement, on puisse veiller à ce que les établissements aient des surveillants capables de veiller sur l'application. Alors, à défaut des applications, d'accord, le policier va constater. Ça sera un problème. Il le faut. Alors, il faut aussi que... Rapidement, parce que là, vous êtes déjà au-delà des 30 minutes. Oui, mais donc dites-nous vos conclusions, enfin vos solutions pour que nous aussi nous ayons le temps de poser 2 ou 3 questions. Oui, d'accord. Que des établissements aient aussi un fonds de caisse, parce que ceux qui payent, qui ne payent pas, il faut veiller à tout ça, que les établissements aient un fonds de caisse, qu'on puisse aussi veiller à ce que des élèves ne puissent plus rôder autour des établissements aux heures de cours. Aussi, qu'on puisse interdire la présence des élèves dans des salles de jeu, etc., pour pouvoir les contraindre à être présents en classe. Donc, et puis, permettez-moi de chuter là-dessus. Aussi, afin de pouvoir combattre la falsification des notes, que ce soit les enseignants qui remettent les parchemins aux élèves lors de la proclamation, que les enseignants remplissent les bulletins, que les enseignants remettent les parchemins aux élèves, d'accord, et que les enseignants tiennent régulièrement, sinon une fois par trimestre, des réunions pour pouvoir délibérer sur des élèves. Voyez-vous, il faut ça pour pouvoir mener à bien l'éducation. Et puis on va observer, je crois que à l'issue de cela, on va observer effectivement que l'éducation va s'améliorer, parce que je vous dis, les enfants n'ont pas de niveau. Les enfants n'ont pas de niveau. Et c'est là que je chute. Je chute en le disant. Les enfants n'ont pas de niveau. J'implore vraiment la conscience des parents de ce grand monde, chacun à son niveau, afin que nous puissions corriger le tir, que nous puissions améliorer les conditions de l'enseignement dans notre pays. Voilà, c'est dit avec les mots qu'il faut, et on sent bien que c'est un philosophe qui parle, donc enseignant de son état avec une expérience. Dites-nous, c'est depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans que vous enseignez? Disons 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire une très grande expérience, même une seule année scolaire. Je vous assure que ça vous donne à boire et à manger, à telle enseigne que vous en ressortez forcément avec
de l'expérience. Alors, Dixon Klaus, vous avez suivi, comme nous, avec attention, dans les 15 dernières minutes, que c'est à nous maintenant de pouvoir réagir. Si je vous donnais, nous vous donnions comme ça la primauté de réagir, de la réaction, que diriez-vous? Non, mais c'est très bien ce qui est dit. J'ai suivi attentivement ce que disait notre invité. Il a fait une analyse holistique. Parce qu'effectivement, lorsque l'on veut résoudre un problème, il faudrait observer le problème dans tous les aspects. Il faut observer tous ces aspects pour pouvoir apporter une solution beaucoup plus efficace. Il y a d'aucuns qui font des analyses atomiques. Mais lui, effectivement, il a fait une analyse holistique. C'est pourquoi il parle des parents, il parle des décideurs, il parle des enseignants, il parle... Et ça, c'est très intéressant. Il a touché tout le monde. Il a touché tout le monde. Chacun sa part de responsabilité. Voilà. Et ce que j'aime ici aussi, c'est que c'est un patriote qui parle. Il n'est pas seulement enseignant pour être enseignant, mais il est enseignant pour un Congo meilleur. Vous voyez? Et c'est ça qui est très intéressant. Et je pense que de telles voix doivent être écoutées. Il faudrait que ceux qui nous suivent, qui aiment le Congo et qui ont effectivement ce pouvoir de décision, puissent collaborer, discuter avec de telles personnes pour un meilleur Congo demain. Alors, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Alors, monsieur David, nous revenons vers vous rapidement dans une séance de questions-réponses. La première, c'est vrai que vous avez épinglé des choses et d'autres de très grande importance. Il nous faudrait toute une émission pour que nous puissions poser toutes nos questions, sinon les questions des téléspectateurs. Mais dites-nous, quel est le problème lorsque vous dites que les enfants devraient ne pas venir à l'école en babouche? Quel mal les babouches peuvent faire comme ça, parce qu'on sait très bien qu'il y a des parents qui ne peuvent pas acheter des baskets, sinon des choses qui coûtent cher à leurs enfants. Si le parent est déjà capable de payer une pension de 19 000 francs, de 15 000 francs, je pense qu'une chaussure, on n'est pas obligé d'aller acheter une chaussure qui est... Donc normalement, un parent qui est capable d'inscrire son enfant dans une école privée, devrait en même temps s'occuper de sa tenue correctement. Tout à fait. Et donc, si nous avons compris, cette façon de veiller à la tenue de l'enfant jusqu'à ses chaussures, c'est lui donner déjà un sens de responsabilité. Tout à fait, un sens de responsabilité. Depuis le bas âge. Exactement. Que l'enfant ait déjà ça dans sa tête. Tout à fait. Qu'il vise l'excellence. Exactement. Bon, mais la police dans tout ça, vous dites que le ministère de tutelle devrait normalement même faire appel à la police pour faire respecter le règlement intérieur dans les écoles. Mais comment la police quitterait la voie publique pour venir dans les écoles privées ou publiques mettre de l'ordre alors qu'il y a des surveillants, il y a des administrateurs, ces écoles ont des responsables? Oui, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. En fait, ma suggestion ici est celle-ci, que la police puisse veiller sur, c'est-à-dire que la police soit la police comme des nous voyons enseignants. en face de certains collèges aujourd'hui, il y a un poste de police. Voilà, notamment au lycée Thomas Sankara. Le lycée Thomas Sankara. Voilà, un peu, au lycée de la Révolution. Voilà. L'État a mis un poste de police et on dit interdiction d'entrer dans telle tenue et tout ça. C'est ce genre de choses. Donc, selon vous, la police devrait faire encore un peu plus, veiller même dans l'enceinte de la cour. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, que la police veille sur, soit un peu le policier du surveillant. Du surveillant. C'est-à-dire pour amener le surveillant à appliquer impérativement le règlement intérieur imposé par le ministère. Par le ministère. Et donc, pour le faire comme ça, là, la police devrait normalement avoir aussi le règlement intérieur de ces écoles-là pour savoir un peu si les choses sont bien faites dans les normes. Vous savez, ce qu'il dit est très important, monsieur Alexis. Nous parlons de l'État. L'État, c'est un appareil, c'est comme une machine avec plusieurs parties qui devraient fonctionner en synergie. Donc, la police, pour
la mission de la bonne République. La police peut travailler à côté de l'école pour emmener celle-ci à accomplir sa mission, celle de l'intégration sociale et de l'intégration professionnelle, parce qu'effectivement, l'école a pour mission la socialisation, l'instruction et la socialisation. Oui, oui. En fait, depuis longtemps, je crois que la police nationale, par exemple, pour le cas du Congo, l'a compris, et les postes de sécurité publique sont un peu placés dans les zones chaudes là, les écoles qui ont une réputation gravissime là. Oui, mais on ne va pas faire une école, un poste de sécurité publique quand même. Non, non, je ne dis pas qu'on fasse une école, un poste de sécurité publique. Non. En fait, qu'on délègue des policiers qui vont de temps à autre, même avec des motos. Très bien, on ne va pas rester sur cet aspect, nous on ne refuse pas, parce qu'on sait très bien que le policier, fort de sa tenue et de son autorité, pèse beaucoup plus, parce que les enfants, déjà par expérience, ils négligent les surveillants généraux dans les écoles. Si on recevait ici, et d'ailleurs on les invite sur ce plateau, les surveillants généraux, les enseignants dans les écoles, les promoteurs d'écoles privées, s'ils peuvent venir, c'est un casse-tête chinois qui est d'éduquer nos enfants aujourd'hui. Mais nous avions aussi relevé cet aspect où vous dites que les enfants sont des enfants. À vous en croire, c'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité peut-être, mais dans votre exposé, c'est plutôt les parents, c'est plutôt les pouvoirs publics, c'est plutôt les enseignants, et les enfants, c'est des innocents, ils n'ont pas leur part de responsabilité dans tout ce bazar-là. Je vous prends un exemple. L'an passé, j'ai reçu un élève m'a approché. Il me dit, monsieur, c'est vous-même qui faites ça. Monsieur, c'est vous qui faites ça. Je lui demande, mais faire quoi? Il me dit, c'est vous qui faites à ce qu'on soit comme nous sommes. Il va me dire, mais monsieur, moi, le fait que les filles, mes camarades de filles soient en pantalon, ça me dérange. Ah. Je n'arrive pas, monsieur. Et puis, subitement, l'une d'elles s'est levée. Après, il va me dire, ah, monsieur Tala. Alors, il dit, mais quand je regarde, elle est cintrée, je rentre à la maison, je pense à ça, ça me dérange, je n'arrive pas à étudier. Surtout que l'État recommande à ce que nos enfants aillent à l'école. Non seulement ils sont en pantalon, filles et garçons, mais ils doivent enfiler. Oui, donc voilà. Les filles, évidemment, avec leur forme. Tout à fait, et puis ça dérange les enfants. Ça dérange les garçons. Ça dérange les garçons. Et certainement que ça donne des idées. Et puis permettez-moi d'appuyer, d'insister un peu là-dessus. Voyez-vous, lorsque l'œil regarde... Rapidement, parce qu'on a d'autres questions. Lorsque l'œil regarde, l'œil envoie l'information au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus envoie l'information au niveau du système neuro-endocrinien. Le système neuro-endocrinien commande le tronc cérébral. Le tronc cérébral ici qui est responsable ici de l'excitation ou encore qui est responsable de mettre en activité les muscles lisses. Les muscles lisses. Et parmi ces muscles lisses, nous avons l'appareil sexuel, nous avons ici le fructus respiratoire, nous avons ici les vaisseaux sanguins, nous avons ici la vessie, nous avons l'œil. Quand vous clignez l'œil par exemple, c'est pas un mouvement volontaire. Alors, c'est scientifique. Oui, c'est scientifique. On ne sait pas trop la gymnastique que vous venez de nous dire là. Nous, on a pris comme enseignement. Ce que nous savons, c'est que l'œil aime bien suivre les interdits et que ces choses-là, finalement, notre tenue scolaire, pour résumer la situation, elle est aussi une occasion de chute. Tout à fait. Donc, une pierre d'achoppement, surtout pour les garçons. Donc, les filles devraient être normalement en jupe. Pour permettre à ce que les garçons puissent être à l'abri, c'est-à-dire qu'on les mette... Oui. Les filles, normalement, en jupe. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien. Rapidement, Dixon Klaus. Ici, M. David est en train de s'opposer à la distraction. Il y a plusieurs formes de distraction intrascolaire à l'intérieur de l'école. On a notamment l'habillement. Il ne suffit pas de demander aux élèves de mettre la tenue, mais il faudrait veiller à une certaine décence. Oui, quelle tenue, c'est ça? Oui, c'est pourquoi, vous savez, dans la République, il ne faudrait pas décider ou imposer. Il faut travailler avec les intellectuels, avec les sociologues, avec tous ceux qui sont à mesure d'apporter une valeur ajoutée. Parce que sur cette question, peut-être qu'un sociologue ou un styliste ou quelqu'un aurait pu dire, mais attention, c'est bien de s'enfiler, c'est pas mauvais, c'est bien, mais regardez le danger qui pourrait être... lorsque vous demandez à un élève de s'enfiler, ou vous voyez, donc il faut regarder tous ces aspects. Oui, parce que les filles, quand elles s'enfilent, du coup, elles sont sexy. Et puis non seulement il y a
ces élèves-là qui sont influencés par la télévision. Par ça. Non. Et je voudrais dire ceci. Non seulement il y a des élèves, donc des collègues et apprenants comme eux qui tombent dans ce piège-là, mais il y a aussi des enseignants, malheureusement, qui, après perdre le nord complètement, la maîtrise de leurs instincts, et puis on voit comme ça là, contre toute logique, des enseignants comme ça là, comment on dit, des enseignants sortir avec des enfants parce que malheureusement il y a trop de sexe, on est trop sexy à l'école et du coup c'est des choses qu'on devrait regarder de très près parce que voyez-vous quand monsieur, vous avez parlé ici, mais nous avons commenté. Mais est-ce que vous avez eu vent de ces enseignants-là qui, malheureusement, sortent de la logique même de l'éducation et sortent et tombent dans le péché avec les enfants? Des professeurs qui sortent avec des élèves, des enseignants de quelque niveau que ce soit, mais qui, malheureusement, se retrouvent avec leur apprenant autre chose. Est-ce que vous avez eu vent de ce genre de choses-là dans l'école actuelle? Dans l'école actuelle, oui, j'ai eu vent de cette malheureuse situation. Oui. Oui, mais dans mon entourage proche, pas encore. Pas encore, mais c'est pas comme si ça n'existait pas. Si, ça existe. Parce qu'on parle de notes sexuellement transmissibles. Bien sûr. Donc, on sait que vous n'aimez pas salir vos... Mais on sait très bien que c'est vous, les enseignants, qui accordez ces notes, sexuellement transmissibles. Surtout là-bas encore. Même à l'université, oui. Ça, quand tout le monde a fait université, tout le monde connaît les réalités. Alors, ça existe. Cependant, il y a des mesures ou encore des sanctions qui sont liées à ça. L'État devrait être sévère vis-à-vis de ces enseignants. Tout à fait, pour sanctionner, veiller à ça. C'est même là où la police devrait intervenir sévèrement. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'en réalité, un enseignant devrait être marié. Devrait être marié. Non, on sait très bien qu'un enseignant devrait être marié, mais ces enseignants qui font ces choses-là dans les écoles sont mariés. Ils sont mariés en bonne et due forme. Bon, oui, on va citer le cas de Ngangue-Edouard, il y a d'autres cas encore. C'est des gens qui sont mariés, c'est des gens qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie de leur métier. Malheureusement. Tout simplement. Malheureusement. Et ça, on fera toute une émission pour décrire ce phénomène-là. Oui, donc, vous, certainement que nous vous ferons revenir. Alors, vous nous avez parlé aussi de quelque chose de très important, mesdames et messieurs. Malheureusement, le temps est contre nous. Il nous reste peut-être 5 petites minutes, on ne sait pas trop. Vous avez parlé de la problématique de ce promoteur qui, voilà, il y a 5 petites minutes, vous nous parlez de ces promoteurs qui, malheureusement, ne payent pas bien les enseignants, ne payent pas à temps. Quand bien même les parents se sont sacrifiés, ils ont payé les droits scolaires des enfants, mais le promoteur, lui, s'en met plein les poches. Et les enseignants qui font le gros du travail, qui sont en contact des enfants, ils sont démotivés parce que justement, il n'y a pas leur réduction de clause. Est-ce que c'est gai comme ça là, de travailler 5 mois durant son salaire? Non, mais l'ouvrier mérite son salaire. Mais il faudrait bien payer celui qui travaille. Et il faudrait bien que ces enseignants-là mangent, boivent, se reposent et s'habillent aussi, vivent normalement pour qu'ils fassent bien leur travail. On a vu même à l'émission Ça se passe à l'école, un syndicat des enseignants des écoles privées se créer pour veiller un peu à ces choses-là. Et nous avions entendu en passant, encore que nous avions demandé à Ken Phineas de nous copier, le droit de copier cette émission pour bien regarder. Ce syndicat disait aux promoteurs d'école, mais comment se fait-il qu'un enseignant à l'école peut être payé 40 000 francs, 50 000 francs? Si ce n'est pas criminel que de faire des choses comme ça, pour quelqu'un qui a été à l'école, qui a appris, qui est arrivé jusqu'à attraper sa licence, son master ou quoi, et qui, faute d'engagement ou bien de recrutement au niveau de l'État, vient quand même transmettre le savoir aux enfants dans les écoles privées. 40 000, 45 000, 50 000, 60 000, c'est la misère garantie. Oui, mais Alexis Bongo, vous évoquez là un problème beaucoup plus important. C'est grave. Et c'est grave. Et ce problème, je pense, dans ce problème, il faudrait aussi interpeller les décideurs. Oui. Vous savez, dans un pays, c'est comme il disait... Les décideurs, c'est-à-dire l'État. L'État devrait sécuriser les enseignants qui sont dans les écoles privées. Je vais vous dire clairement ce que je pense. Je pense que, à la limite, un député qui gagne plus qu'un enseignant, il faut revoir ces choses. Mais un député qui gagne 50 fois plus ou bien 100 fois plus qu'un enseignant, ces choses, mais c'est complètement tordu. C'est ça qui montre que l'école, l'éducation a perdu. A tout perdu.
Et quand vous demandez... Alors c'est la base de enseigner, c'est une mission noble. Quand vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu veux faire demain, il vous dira je veux faire la politique parce qu'il sait que dans notre pays, c'est là-bas où il y a beaucoup d'argent. Mais enseigner, c'est de la galère. Voilà. Donc il faudrait qu'on revoie ces choses. Il faut qu'on repense notre société. Il y a beaucoup à dire dans cette émission. Il y a à boire et à manger. Moi, je suis venu que pour poser des questions. Oui, mais des questions, mesdames et messieurs, nous en avons des milliers. Et puis nous savons que les téléspectateurs, ils vont aussi poser des questions par SMS, évidemment, que nous allons compiler, sinon noter, pour que nous puissions les reposer maintenant à monsieur David Mbarga qui vient ici, comme pour nous poser la problématique sur la table. Et c'est de très bonne guerre, de très bonne manière. C'est tout à fait logique. En tout cas, merci d'avoir pensé à soulever cette problématique de l'éducation. Mais s'il vous était donné, dans cette première partie, de conclure, hein, même si on n'a pas tout épuisé, on reviendra. Mais que dites-vous à tous ceux qui viennent de vous suivre, qu'ils soient parents, enseignants, pouvoirs publics, promoteurs d'écoles privées, tous tels que nous sommes, élèves? Que direz-vous en guise de conclusion si vous étiez accordé? L'homme politique qui nous suit. L'homme politique, oui, les décideurs, c'est eux qui ont le dernier mot et qui doivent veiller à ce que nos enfants ne fassent plus descendre les drapeaux dans les établissements scolaires pour mettre à la place leur tenue. Et permettez-moi d'ajouter que notre président de la République aime bien parler de l'éducation. C'est quelqu'un qui se soucie de l'éducation de notre pays. Donc je souhaiterais qu'en parlant, que vous pensez aussi à cet homme, à notre président. Quelque chose. De toute façon, vous avez une minute pour conclure. D'accord, merci. Je commencerai tout d'abord par vous remercier, Alexis Bongo, pour cette émission que vous m'avez accordée. Rapidement. Alors, déjà, le mot que je vais adresser à ou encore à nos téléspectateurs est celui-ci. Tâchons tous ensemble, chacun à son niveau, consciemment, pas sous l'effet de la contrainte, mais consciemment de pouvoir faire ce qu'il doit faire à son niveau, car c'est le lendemain, c'est le destin, c'est l'avenir de notre pays qui en dépend. Moi également, de mon côté, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi également, de mon côté, je ferai le maximum d'efforts de pouvoir être davantage conscient. Donc, je vous remercie déjà et je vous invite à vous améliorer considérablement afin que nos enfants soient bien formés. Très bien. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc comme ça là, la problématique de l'éducation. Vous aviez besoin de 30 secondes? Non, ça va. C'est bon, la problématique de l'éducation. Donc, quelle école nous faut-il aujourd'hui? Le constat a été fait. Quel est le problème? Quelles en sont les causes? Et quelles sont les approches de solutions? C'était donc comme ça là, avec monsieur David Mbarga, qui lui est professeur de philo au lycée. Et donc, ça nous a concernés tous tels que nous sommes, élèves, parents, enseignants et promoteurs, ainsi que promoteurs d'écoles privées, ainsi que pouvoir public. L'école, comme le dit la pensée du jour, l'école actuelle est gravement malade. Donc, rendez-vous est pris pour la deuxième partie de cette émission où nous allons poser toutes vos questions. Mais aujourd'hui, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.